tout ce qui s'est passé en Afrique ne se passe nulle part. Le continent africain est le continent encore d'aujourd'hui de tous les fantasmes et toutes les choses négatives que les gens ont envie de nous envoyer. Personne ne nous perçoit comme des êtres humains ayant droit au bonheur, ayant droit à une vie digne. On impose des choses sur les citoyens africains sans leur demander leur avis, bien sûr avec la complicité de nos dirigeants. Mais la question que moi je me pose, après toutes ces années de voir tout ce qui se passe, quel est l'accord qu'il y a entre les pays et les pays africains et les pays qui nous ont colonisés pour que nos dirigeants soient dans les capacités de gérer leur pays, de construire des infrastructures, d'avoir une économie de marché qui permette aux jeunes de ne pas être dans les bateaux qui arrivent dans la Méditerranée que les jeunes meurent. Comment est-ce qu'on crée de l'emploi? Comment est-ce qu'on investit dans nos pays? Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Et cette question, la personne ne la pose jamais. Pourquoi est-ce que les pays francophones n'ont pas de monnaie? Moi, je ne sais pas les tenants et les aboutissants de ça. Je ne sais pas comment cette monnaie est arrivée. C'est de l'euro pur qu'on nous impose dans un pays pauvre. Moi, cette problématique de monnaie, je l'ai su. Je l'ai vécu directement. Mon père qui a travaillé pendant 45 ans à la Poste, il n'a jamais été hors la loi. Il a toujours fait les trucs réglo. Mon père, il est réglo. Ce qui doit être fait, doit être fait. Il a sa retraite. Il y a quelques années de ça, la France a décidé de dévaluer le CFA. Et qu'est-ce qu'il arrive? Sa pension de retraités qui n'était déjà pas énorme, a été divisé en deux. Il n'avait rien à dire pour se plaindre à personne, c'était comme ça. La France a décidé de dévaluer la monnaie et vous le bouffez comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'injustice qu'on ressent beaucoup en Afrique. Et moi, ma peur, je suis contre la violence, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun argument pour moi ne peut justifier la violence et la haine, mais il est temps qu'il y ait un minimum de justice dans la façon de gérer les affaires. Angélique Kidjo, comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui la relation entre la France et le Bénin, entre la France et l'Afrique de l'Ouest? On est tous dans une relation pas d'égalité. On ne parle pas d'égo à égo. Parce que, bon, mais si on parlait d'égo à égo, moi, j'aurais des comptes à demander sérieusement à tous les dirigeants des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il n'y a rien qui est fait pour l'éducation, pour la route, pour la santé, pour les routes. Si c'est comme ça, on a un problème en Afrique et il faut que nous, les Africains, on gère. Ce n'est pas les autres qui géreront nos problèmes. Ça n'évolue pas? Moi, j'ai pas encore vu d'évolution au niveau des relations politiques. Mais à l'intérieur du pays, de tous ces pays, il y a une jeunesse qui avance, qui a envie de faire des choses. Et il faut qu'on laisse les jeunes revenir investir dans leur pays, que tout ne soit pas bloqué, parce que tout est fermé de partout. Il faut qu'on arrête de faire ça. Parce que si la France veut lutter contre l'immigration, c'est à aider les pays à créer de l'emploi chez eux. Si les gens ont des emplois chez eux, ils ne viendront pas en France, ils viendront en vacances dépenser des sous et repartiront. Angélique, un chiffre maintenant, 4,5 milliards. En 2100, 4,5 milliards d'Africains peupleront la planète contre 1,3 milliard aujourd'hui. Et puis ce pourcentage, 40%. En 2100, 40% de l'humanité sera africaine contre 17% aujourd'hui. Les études scientifiques parlent de bombe démographique au Sahel. Alors je voudrais qu'on écoute aussi ces mots du président Macron au G20 en juillet dernier à Hambourg. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Alors ces mots ont beaucoup choqué, ils vous ont choqué? Moi, quand je l'entends parler, j'entends un père qui est en train de faire la leçon de morale aux autres. C'est tout. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'un président, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, dise à des millions de gens ce qu'ils doivent faire dans leur chambre à coucher. On ne dit pas aux Français combien d'enfants vous allez avoir. Pourquoi est-ce que les Africains n'auraient pas le droit d'avoir 6 ou 7 enfants? C'est leur responsabilité. Et c'est vrai. D'ailleurs, le chiffre, elle, c'est 5, hein, là, au moins. Tandis que les gouvernements africains doivent investir. Et ils parlent de corruption, mais qui corrompt qui? Qui finance la corruption? Il faut être franc. La corruption existe ici, existe aux États-Unis, dans tous les pays européens. Il y a la corruption. La corruption en Afrique nous empêche. La corruption est un vrai problème en Afrique. Hein. C'était d'ailleurs un des éléments du discours d'Obama quand il était à la. Mais je suis d'accord. Je suis pas contre ça. Mais qui corrompt qui? Trouvons les acteurs de cette corruption qui maintiennent les hommes politiques au pouvoir, les dictateurs qui les maintiennent au pouvoir et qui les financent. Qui c'est qui les récupère quand ils sont plus en... Qui c'est qui les protège une fois qu'ils sont plus au pouvoir? Ils peuvent partir avec autant d'argent qu'ils veulent. Mais attendez, c'est quoi cette hypocrisie-là? Angélique Kidjo,
Emmanuel Macron, il parle d'un plan Marshall. L'Afrique, elle a besoin de quoi? De réparation à cause de l'esclavage, de la colonisation? Est-ce qu'elle a besoin d'aide au développement ou est-ce qu'elle a besoin d'investissement? C'est trois choses très différentes. L'aide au développement, on a vu comment ça s'est passé. L'aide au développement n'a rien changé. Parce que, moi je dis toujours, quand on va aider quelqu'un, si on ne respecte pas la personne qu'on va aider, l'aide n'est pas efficace. Quand on voit les Africains comme des pauvres à aider, sans leur demander ce qu'ils veulent, quand les autres organisations arrivent, ils font leur plan dans leur bureau, ici ils arrivent, les gens les regardent. Quand on est pauvre, qu'est-ce qui vous reste? Le respect de vous-même et votre dignité. Vous pouvez avoir des milliards, si les gens ne se sentent pas concernés par le dialogue qu'on peut avoir en tant qu'être humain et comment on travaille ensemble pour trouver une solution aux problèmes que nous avons et que c'est vous qui arrivez parce que vous êtes riche, parce que vous êtes européen, vous avez le complexe de supériorité, vous voulez nous dire ce qu'on a envie de faire, ça ne marche pas et ça n'a pas marché depuis 50 ans, ça ne marchera jamais. Point. Ça, c'est une chose. Investir. Moi, d'abord, il faut déjà parler des dettes des pays africains. D'où viennent ces dettes-là? Et quand on commence à parler de dettes, on se rend compte que la corruption est liée à la dette. Donc, si on veut que les pays africains se développent, il faut qu'on change complètement notre relation avec les dirigeants. Ne plus les corrompre pour les maintenir en place, que ce soit les gouvernements occidentaux ou ce soit les grands groupes qui ne veulent pas payer d'impôts parce que les plus grandes compagnies françaises ou autres qui sont en Afrique, la plupart d'entre eux ne payent pas des impôts. S'il n'y a pas de revenus dans un pays, on ne peut pas investir dans l'éducation, on ne peut pas investir dans la santé. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement la dynamique entre les pays riches et les pays africains et poser les choses très clairement en disant tel gouvernement fait ça, on ne fait pas ça. Si j'ai l'impression d'entendre toujours cette rhétorique. Les gens sont corrompus en Afrique, mais ils sont corrompus pourquoi? Mais qui corrompt? Je voudrais revenir un petit peu sur le fond des propos d'Emmanuel Macron, parce que vous avez vraiment commenté quand même la forme. Vous-même, vous êtes partisane d'une meilleure éducation des filles, etc. Est-ce que vous n'admettez pas que un meilleur contrôle des naissances pourrait tout de même aider les gens à pouvoir se nourrir mieux? Et quand on observe aussi que, par exemple, c'est le Niger ou le Mali qui ont effectivement, là, du coup, 6 ou 7 enfants par femme, et qui sont en fait les pays les plus pauvres de la zone, est-ce que là, il n'y a pas une corrélation? Alors, le Niger a de l'uranium. Pourquoi est-ce que cet uranium ne sert pas à développer le pays? Si le gouvernement du Niger n'est pas en cheville avec les pays qui ont besoin de l'uranium pour pas que les retombées servent au pays, on en est toujours là. Il faut avoir les moyens de ce qu'on dit. Pas, si vous allez dire à une femme ou à un homme de ne pas avoir 6 ou 7 enfants, il vous dira c'est pas votre problème. Mais il faut que les gens sentent d'eux-mêmes que ce n'est plus viable. Parce que s'il y a de l'argent qu'on investit dans un pays et que ça crée de l'emploi et qu'on a envie que sa vie soit meilleure, on se rend compte systématiquement qu'avoir 6 ou 7 enfants, ce n'est pas la solution pour avoir une vie décente. Ça, c'est une partie du problème. Il faut déjà que les pays qui ont des ressources, ces ressources-là puissent servir au pays. Et comment est-ce qu'on en arrive à ça? Aucun économiste m'a répondu à ma question. Comment est-ce qu'un continent qui est le plus riche sur cette planète est le plus de pauvres? Parce que si l'économiste commence à me répondre à ça, on déconstruit tout et on revient toujours au pays à qui ça profite. Le conflit en République démocratique du Congo, les femmes qui sont violées, ce n'est plus le coltan, c'est le cobalt dont on a besoin pour les batteries, pour tout. Et pourquoi est-ce que ça ne finit pas ce conflit? Parce que si le conflit finit, tout d'un coup le prix du cobalt va augmenter. Et qui c'est qui va en profiter? Ce n'est pas les Africains, c'est toujours les Occidentaux qui en profitent. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tant que les pays riches ne prendront pas leurs responsabilités, ça ne marchera jamais. On peut mettre les présidents à la Cour pénale internationale de justice, ça ne marchera jamais parce que ceux qui sont les acolytes de ces dirigeants qui font ce qu'ils font, sont ici en Europe, ils doivent se retrouver sur les mêmes bancs que les autres.